Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde consacrée à un enjeu devenu absolument central, la réduction de l'empreinte carbone des hôpitaux. Alors, pour poser le décor aujourd'hui, le secteur de la santé représente à lui tout seul près de 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et les établissements hospitaliers sont bien sûr en première ligne. Donc la question, c'est plus de savoir s'il faut agir, mais bien comment accélérer concrètement et comment le faire efficacement. Et pour en parler, nous avons réuni des acteurs au rôle complémentaire. Donc il y a Laurent Dalmas de l'ARS Grand Est, Claire Chaffanjon de la préfecture, Stéphane Gaden du CH de Célestat, et Marion L'Huillier et Julie Lardet du CHR de Metz-Thionville. Alors l'objectif de cet échange, il est simple, c'est de croiser les approches, confronter les réalités et faire émerger des actions concrètes. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par vous présenter très rapidement, en une trentaine de secondes, et de nous dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet de décarbonation. Je vous laisse peut-être commencer, Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette table ronde, alors qui est dans l'air du temps, puisque, encore une fois, il y a beaucoup d'agora aujourd'hui à ce salon Santexpo qui traite du sujet de la transition écologique et de la décarbonation. À n'en pas douter que cette table ronde sera encore mieux que les autres, ça c'est sûr, grâce aux autres intervenants. L'intérêt de travailler le sujet, alors il est multiple, mais je pense que l'intérêt principal, c'est, vous l'avez dit, d'afficher les complémentarités entre les différents acteurs intervenant sur un chantier comme celui-ci, qui est forcément complexe, parce que les tenants et aboutissants sont multiples et doivent se mettre en œuvre dans un système de santé qui a pour mission première de prendre en charge des patients et de soigner. L'hôpital n'a pas été créé pour décarboner. Donc, une fois qu'on a compris, qu'on a bien ça en tête, c'est en respectant cette mission première qui est la prise en charge et le soin apporté aux patients, c'est comment j'arrive à adapter ma façon de faire, comment j'arrive à faire évoluer mes pratiques pour réussir à m'adapter au changement climatique et à réduire mon empreinte écologique. Et tout l'enjeu de l'échange qu'on aura aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre qu'avec l'expérimentation qu'on a mis en place en Grand Est, c'est bien un sujet qui s'intègre dans la démarche, je le redirai, d'amélioration continue des fonctionnements des organisations des établissements de santé. Merci Laurent. Claire, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc moi, j'ai compris un peu la question comme quelque chose d'aussi personnel. Donc finalement, moi, ce qui m'a conduit, et c'est un fil directeur dans toute ma carrière, j'ai maintenant des cheveux blancs, c'est le rapport Brundtland, quand j'étais étudiante, où finalement, tout a été écrit. Et aujourd'hui, nous sommes tous des ambassadeurs sur cette ligne-là, qui a été écrite il y a bien longtemps. Donc ça, c'est la première pierre. La deuxième pierre, plus proche, c'est l'intérêt pour une approche territoriale à 360 degrés, toute politique publique, des questions de planification écologique pour qu'on puisse ensemble se mobiliser autour d'un projet commun qui devra répondre aux transformations nécessaires qui ont été écrites depuis longtemps. Et puis, l'autre chose qui m'anime, c'est le défi de créer des conditions pour que l'émergence de nouvelles coopérations puisse se faire, pour prendre soin, c'est un terme qui va bien ici à Santexpo, de la planète et de son vivant, et pour le bien vivre ensemble de tous, parce que c'est ça qui est en jeu, la santé, mais surtout le bien vivre ensemble. Et donc, à mon sens, la santé est vraiment le sujet qui est au cœur des transformations nécessaires, parce que c'est la santé, je dirais une seule santé, du vivant d'une manière générale, et on y est tous impliqués d'une manière ou d'une autre, à différentes échelles. Merci Claire. Stéphane.
Bonjour, je suis Stéphane Gueden, je suis donc directeur adjoint du centre hospitalier, du groupe hospitalier Célestat Auvernais. Alors c'est un petit établissement en Centre-Alsace qui regroupe 3 établissements. Notre décarbonation est arrivée il y a à peu près 3 ans, avec une prise de conscience pour un petit établissement comme le nôtre, non seulement pour la décarbonation qui était un peu obligatoire, qui est dans l'air du temps, mais également aussi pour ne plus subir certaines crises, qu'elles soient sanitaires ou géopolitiques, dans lesquelles en fait nous subissons tout un tas de systèmes et d'économies pour lesquels nous devons aujourd'hui réagir. Merci Stéphane. Julie? Bonjour à tous, moi je suis Julie Lardet, je suis médecin anesthésiste réanimateur donc à l'hôpital de Mercy. Qu'est-ce qui m'a conduit là-dessus? Plusieurs choses. Déjà, effectivement, une sensibilité personnelle. Et puis, nous, quand on prête serment, on dit primum non nocere, en premier lieu, ne pas nuire. Et quand on comprend quels sont les impacts de notre système de santé sur le vivant, dont nous faisons partie, on comprend qu'en fait, en exerçant notre soin, d'un côté, on soigne une personne, mais on atteint aux limites planétaires. Et donc, une fois qu'on a conscience de ça, on ne peut plus ne pas agir dans le sens de l'intérêt collectif et de l'intérêt environnemental. Voilà. Merci. Et enfin, Marion? Bonjour à toutes et tous. Donc Marion Lhuillier, chef de projet développement durable au CHR Metz-Thionville. De même, c'est des convictions personnelles qui m'ont amenée à travailler sur la décarbonation des établissements de santé. Pour moi, ce qui est important, c'est le fait que tout le monde peut être acteur à son niveau, qu'il n'y a pas de petites actions, que tout est important et à la portée de tous. Peu importe son poste à l'hôpital. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser un maximum. Et voilà, le message, c'est vraiment qu'il n'y a pas de petites actions. Merci. Merci beaucoup pour vos présentations. Et pour continuer, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur. Parce que la transformation des hôpitaux, elle ne peut pas reposer uniquement sur les établissements. Elle se joue aussi à l'échelle du territoire. Et Laurent, je me tourne vers vous. Du côté de l'ARS, comment intégrez-vous aujourd'hui toutes ces notions de décarbonation dans l'innovation en santé et des établissements? Donc, sans redire ce qui vient d'être dit, on partage tous le constat sur le fait qu'il y a nécessité à agir et que chacun dans son rôle, dans ses responsabilités, dans ses missions, peut faire quelque chose au quotidien pour avancer dans le bon sens sur la décarbonation et la transition écologique. Et que dans ce contexte-là, il était important en termes institutionnels que l'on se positionne sur le soutien aux acteurs, donc aux établissements de santé, mais à l'ensemble des acteurs de santé d'une manière générale, pour accompagner cette évolution dans les pratiques. Et donc, en ARS Grand Est, cette dimension-là a été intégrée dans les dynamiques d'innovation en région, de manière à soutenir, encore une fois, les propositions qui peuvent être faites, tant organisationnelles qu'énergétiques, mais aussi touchant à la pratique des soins, et notamment on peut parler en complément de l'éco-prescription, des éco-prescriptions, des travaux de déprescription médicamenteuse, qui sont un sujet sur la pertinence des soins qui nous tient à cœur et qui on le voit là encore est un sujet connexe mais très complémentaire avec tout ce qu'on pourra présenter aujourd'hui. C'est donc dans cet état d'esprit qu'avec la préfecture, donc les services de l'État, préfecture, ARS et le conseil régional, on a mis en place ce projet Hôpital du Futur. Au projet Hôpital du Futur, c'est 8 millions d'euros financés à part égale entre le conseil régional et l'agence régionale de santé pour soutenir des projets, pas soutenir tous les projets, mais faire des preuves de concept sur la pertinence et le bon tempo à embarquer tout le monde et à démontrer que c'est faisable. On peut avancer sur le sujet. Il y a des choses concrètes et opérationnelles qui peuvent être faites.
et donc un projet coordonné par BioVallée France que vous connaissez assez bien, qui encore une fois a pour objectif de travailler sur des choses très opérationnelles et qui peuvent se traduire en éléments mesurables. Je pense que cet aspect-là est important parce que ce qui se comprend, ce qui a du sens, est de fait plus accepté et mis en œuvre par chacun dans ses missions au quotidien. Donc ce projet a permis de cibler différentes thématiques de projets, donc des projets cette fois portés par les acteurs sur le terrain, et on a sélectionné trois catégories principales. La première porte sur la modernisation durable des infrastructures, avec notamment l'évolution pour rendre ces bâtiments moins énergivores. Et on peut citer l'exemple du CH d'Agno qui, juste avant, dans une autre agora, a eu un prix plus complet, prix coup de cœur, je crois, FHF, sur la biodiversité. Donc ça, c'est un point, un point à souligner. Il y a le CHS de Metz Jury qui a été retenu pour son réseau de chaleur. Le deuxième catégorie de projets porte sur le développement des énergies renouvelables et la plus grande autonomie énergétique que peuvent mettre en place les établissements de santé. On a l'exemple de la chaufferie biomasse du CH de Rouffach, mais aussi le projet du CH de Célestat qui nous sera présenté dans cette table ronde. Et qui répond à ces deux priorités, d'ailleurs, les deux priorités que je viens de citer. La troisième étant, elle, illustrée par le projet du CHR de Metz-Thionville avec l'éco-conception des soins, donc qui, encore une fois, avec un axiome de base qui est le maintien d'un niveau de qualité et de sécurité des soins, de faire évoluer les pratiques pour réduire l'impact environnemental. Et très concrètement, aujourd'hui, je pense que c'est important de le souligner, c'est que le sujet est approprié côté établissement. Alors certes, ceux qui ont répondu et qui sont présents aujourd'hui, plus encore, mais on le voit, il y a une vraie démarche qui se met en place au sein de ces structures, tant en termes de gouvernance qu'en termes de prise de conscience personnelle de chacun, encore une fois, à son niveau dans ses missions, et qui fait que ça doit aider à la concrétisation du projet du projet Hôpital de Futur en lui-même. Merci Laurent, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience assez forte depuis quelques années, comme on l'a dit tout à l'heure, soit par nécessité, soit aussi par appétence personnelle, comme vous l'avez évoqué tous chacun. Maintenant, je me tourne du côté de Claire. Du côté de l'État, justement, comment la décarbonation des hôpitaux s'inscrit-elle dans la stratégie globale de transition du territoire ? Alors, déjà, peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. Oui, depuis où je suis, alors j'ai oublié de me présenter, mais c'est écrit là, donc je suis la secrétaire générale à la conférence des parties chargée de territorialiser la planification écologique nationale au niveau du Grand Est. Donc chargée de coordonner l'ensemble des acteurs porteurs de politiques publiques, comme ceux qui m'entourent aujourd'hui, mais tous les autres, pour que finalement ils puissent avancer ensemble autour d'un projet commun qui sont nos transformations utiles. Alors oui, moi je pense que les signaux ils sont encourageants. Et au-delà des établissements médico-sociaux dont on parle aujourd'hui, c'est beaucoup de segments de la société qui ont basculé. L'ensemble des entreprises savent, si aujourd'hui elles n'intègrent pas dans leur modèle économique l'adaptation au changement climatique, que ça sera plus compliqué pour elles de garder leur plein de compétitivité. Il en est de même pour les collectivités qui considèrent plus que c'est une contrainte, mais que c'est une nécessité pour protéger leurs habitants. Donc ça, ce sont des signaux encourageants. Effectivement, comme ça a été dit, peut-être qu'on part de personnes plus motivées au départ, mais qu'aujourd'hui, finalement, il s'agit d'embarquer tout le monde et de considérer tout le monde comme un acteur. C'est-à-dire qu'en fait, bien souvent, il se passe des choses sans que nous-mêmes nous le sachions et on peut s'en réjouir. Alors, comment on construit ça ? Cette action dont on vient de parler, elle fait partie des 70 actions très concrètes mises en œuvre
mis en œuvre aujourd'hui en région Grand Est dans le cadre de la feuille de route planification écologique qu'on partage avec l'ensemble des services de l'État et des opérateurs, dont l'ARS, mais aussi de tous ceux qui finalement contribuent et qui sont là aujourd'hui, et avec le Conseil régional. Donc c'est vraiment coporté dans un binôme actif à tous les niveaux. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois de traverser les échelles géographiques pour aller du régional au local. On a mis en place des COP départementales sur le Grand Est. Il y en a eu 16 qui se sont réunis l'année dernière. Et pour être au plus près des territoires, 40 ateliers infra-départementaux pour que les acteurs se rencontrent et croisent les effets du changement climatique et les vulnérabilités, pour être concret. Et parmi ces vulnérabilités, il y avait une couche sur les populations de plus de 70 ans, il y avait une couche sur les établissements de santé, donc confrontés aux zones inondables, confrontés aux jours à plus de 30 degrés, confrontés aux nuits tropicales, et ça permettait de dire que l'élu se rende compte, ou tous ceux qui participent, là, j'ai un sujet. J'ai plus de personnes, donc c'est très concret. Donc l'idée, c'est que ça peut paraître nébuleux, cette histoire-là, mais en fait, c'est très concret. Ça atterrit sur un territoire, sur un segment précis du territoire, à l'échelle de données consolidées, ancrées sur la science. Et donc, on arrive à agir ainsi de façon ciblée. Donc cette feuille de route, c'est notre projet commun. Je l'ai dans ma sacoche, je pourrais vous la montrer, j'aurais dû la sortir. Donc nous, en Grand Est, on doit contribuer sur la décarbonation, purement, à 10% de l'effort national. Donc merci à vous de contribuer à ces 10%, parce que c'est pas évident. C'est un effort considérable. Alors globalement, si on regarde les données, elles sont dans notre feuille de route, vous pourrez les regarder, on avance bien. On est à la moitié du chemin entre 2019 et 2030. Sur la décarbonation, on a fait pas tout à fait la moitié, mais pas loin. Tous secteurs confondus. Alors, il y a des secteurs qui ont dépassé l'énergie, et il y a des secteurs qui sont un peu en retard, le transport ou les déchets. Donc ça aussi, finalement, vous pouvez mettre l'accent là-dessus, ça sera pas mal pour les années qui nous restent. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer, donc c'est une des actions. Cette action, on va dire, sur la décarbonation des établissements médico-sociaux et plus particulièrement des hôpitaux. Mais il y a d'autres actions qui sont une dizaine, en fait, qui sont rattachées. Des actions sur démultiplier les projets de nature en ville, par exemple. Finalement, quand le projet qu'on a entendu de ACNO, c'est un acteur fort de la démultiplication du projet de nature en ville. Donc vous l'êtes et vous contribuez à cette action. Il y en a d'autres. Qu'est-ce que j'avais repéré d'autres Et ça contribue aussi à la question de santé mentale. Donc quand les élus travaillent sur la nature en ville, ils travaillent aussi sur une meilleure santé pour leur population. Tout comme quand ils développent du design actif, ils participent aussi de la santé de la population. Voilà, on a aussi une action sur la reconquête des captages d'eau. Ça, vous savez que l'eau, c'est un vrai problème et qu'on pourrait lier, ce qui a été dit tout à l'heure, l'action qu'on cherche à avoir sur la question de la déprescription ou de la prescription mesurée avec la question de la pollution de l'eau et des milieux. Et là, du coup, on retrouve d'autres acteurs, on sort de l'hôpital et on va rencontrer les agences de l'eau, on va rencontrer les territoires, les syndicats des eaux, etc. Et on a un rôle à jouer, surtout avec le développement en ambulatoire de plein de traitements. Je suis aussi patiente, donc je me rends compte à l'hôpital de ce qui se passe. Voilà. Donc, dire donc que cette feuille de route, elle est structurante, elle est au-delà des plans et programmes. C'est un projet commun pour y aller ensemble et accélérer. Merci à tous les deux pour vos interventions. Donc on voit bien à travers tout cela que le cadre, il existe, que les acteurs sont mobilisés. Reste maintenant à comprendre comment cela se traduit concrètement sur le terrain. Et pour cela, je laisse la parole à Stéphane qui va nous présenter. Alors Stéphane, vous êtes au cœur de la mise en œuvre opérationnelle. Et quelles sont les actions concrètes que vous avez mises en place dans le cadre Hôpital du Futur 2 pour réduire votre empreinte carbone et qu'est-ce que vous espérez en obtenir ? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a 3 ans de cela, on a créé une commission dans l'établissement de développement durable avec tous les acteurs qui souhaitaient s'y investir. Et il nous paraissait important de répondre justement à l'appel à projet dont on parlait tout à l'heure, qui était en fait l'Hôpital du Futur 2. Comme beaucoup d'acteurs des hôpitaux dans la région, nous avons fait le choix de poser un projet sur le toit végétalisé.
les toits végétalisés ainsi que des panneaux photovoltaïques. Nous avons un bâtiment des années 60 sur lequel effectivement la chaleur tombe de très forte, et ce projet nous permettait de pouvoir ajouter une étanchéité complète à notre établissement, puisqu'en fait la végétalisation ramène une étanchéité importante, revoir notre étanchéité technique, baisser les températures de l'établissement, puisque ça clairement aujourd'hui c'est approuvé. Ça évolue également à filtrer l'eau. On filtre l'eau, et effectivement, esthétiquement, c'est quand même plus sympathique. Donc voilà, c'était un projet à 1 500 000 euros. Nous avons eu 800 000 euros. Donc en fait, ce projet, sans qu'il ARS la région et le BioVallée France, n'aurait pas eu lieu. On va être très clair, puisque nous sommes un établissement de taille moyenne avec des moyens somme toute réduits, et donc en fait ça nous a permis clairement de pouvoir évoluer là-dessus, sur ce sujet. Nous avons d'autres projets, au-delà des petits projets classiques comme l'éco-pâturage que nous avons mis en place il y a 2 ans. Nous avons mis encore deux autres projets qui sont un peu structurants. Nous avons mis en place, avec l'intermédiaire de la mairie, un réseau de chaleur urbain. Nous avons signé un nouveau réseau de chaleur urbain avec les collectivités locales, avec les bailleurs sociaux qui sont juste à côté, ce qui nous permet clairement aujourd'hui de pouvoir... On parlait d'économie aussi, parce que les économies sont importantes aujourd'hui. On l'a vécu avec les crises qui nous ont impacté les 3 dernières années ou les 4 dernières années en termes de coûts d'électricité et de gaz. Ça nous permet de ne plus payer de TVA, puisqu'en fait, il y a une création d'une SEM, société d'économie mixte, dans laquelle nous ne sommes pas présents. Nous sommes acteurs, parce qu'en fait, la biomasse va s'installer directement sur notre foncier. L'avantage, c'est qu'effectivement, nous allons bénéficier de la TVA. Donc c'est moins 15%, c'est pas neutre. Donc ça veut dire qu'on va économiser en moyenne entre 10 et 12% sur la totalité de nos énergies, ce qui est pas neutre. On va être aussi partenaire, donc ça c'est plutôt sympathique. Et le troisième projet que nous avons également, et ça c'est tout neuf, nous parlions tout à l'heure des transports, nous avons fait l'essai il y a une quinzaine de jours du transport interhospitalier électrique. C'est-à-dire que nos camions, progressivement, vont devenir électriques. Les essais ont été très très performants. On avait un peu peur. Alors la technologie aujourd'hui n'est pas encore éprouvée comme les voitures classiques. Les voitures, ça fait un petit moment aujourd'hui on sait qu'elles ont des autonomies importantes. Les camions aujourd'hui ont des autonomies à peu près de 300 km. Nous avons à peu près 25 km entre chaque de nos structures, et nous avons fait des tests. Le matin, nous devons livrer par exemple au Bernay, qui est à 25 km, et puis encore 25 km pour revenir, et 25 km pour repartir sur Sainte-Marie, et 25 km. À peu près 100 km par matinée. Et en fait, on s'est aperçu que aujourd'hui, comme toutes les voitures qui sont données par le constructeur, à peu près 200 à 300 km, dès lors que vous le chargez, dès lors que vous utilisez le chauffage, dès lors que vous utilisez la climatisation, ça baisse. L'avantage de ces camions, c'est qu'en fait, nous étions en surcharge avec des camions thermiques à 3,5 tonnes. On était toujours en surcharge de 100-200 kg. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, la mer est chaussée, vous autorisera 10%. Mais nous sommes responsables aussi de nos agents, et c'est important. Ces camions sont moins lourds. Et en fait, vous avez tout à fait le droit aujourd'hui de conduire des 4 tonnes avec un permis B. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que vous avez une autocharge supplémentaire. Et en fait, on s'est aperçu que même chargé aujourd'hui, et on a joué le jeu, on a mis la climatisation à fond pour voir comment ça fonctionne. Et en fait, l'autonomie, on a fait ces 100 km et on avait encore 48% à la fin de la matinée sur la charge. Ce qui nous permettait de pouvoir recharger pour l'après-midi assez rapidement pour pouvoir repartir l'après-midi pour d'autres missions. Et donc, en fait, à partir de la fin de l'année, nous allons acquérir ce genre de camion pour démarrer pour le transport. Le seul petit inconvénient qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, ils sont bridés. Ils sont bridés sur l'autoroute à 90 km/h. Mais si demain, nous avions, en termes de surcharge, dû passer en poids lourd, nous aurions de toute façon été limités. Alors, c'est la réactivité au changement. Les conducteurs sont un peu perturbés, puisque au lieu de 130, ils font du 90. Donc on a dû effectivement garder des systèmes de
de calcul pour leur faire voir qu'on perdait seulement 6 minutes sur la livraison, donc ça allait. Donc voilà. Voilà aujourd'hui ce qu'on a construit aujourd'hui au CLH de Célestat. Parmi d'autres choses, hein, naturellement, nous sommes très impliqués, très dynamiques, et on est vraiment parti dans ce genre de système. Voilà. Merci Stéphane pour votre retour. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le programme HDF2, Hôpital du Futur 2, donc, il était pas qu'à destination des grands hôpitaux. C'était aussi sur les hôpitaux de proximité, et chacun pouvait trouver des solutions et des apports dans ce programme. Je laisse la suite de la parole à Julie ou Marion sur votre programme, à vous. Merci. Alors nous, comment on a commencé à structurer, eh bien depuis 2022, on a un comité développement durable comme Célestat, avec une vingtaine de personnes. Et on a postulé aussi à cet appel à projet Hôpital du Futur 2, donc sur un parcours d'éco-conception. On s'est appuyé sur le rapport du Shift Project pour définir les enjeux stratégiques et définir les axes stratégiques. Ouais, comment a été construit notre projet qu'on a soumis à Hôpital du Futur 2, c'est qu'on a pris le rapport du Shift revu en 2023 et il y a toute une part, c'est la part industrielle, etc. Et on s'est posé la question à savoir comment structurer notre démarche à nous pour faire notre part au sein de notre structure. Donc on a pris les items les uns après les autres et on a regardé ce qu'on allait pouvoir faire pour décarboner avec les objectifs, les indicateurs chiffrés du Shift pour pouvoir construire ça. Et donc on a répondu sur le volet éco-conception des soins avec plusieurs sous-catégories dans ce projet, dont une partie était repartir vers de l'usage multiple. Donc on sait sur ce rapport du Shift Project que ce qui rend très carboné notre système de santé, c'est les achats, et notamment les achats des médicaments et les achats des dispositifs médicaux. Ça, c'est 50% de notre impact carbone sur un système de santé. Donc, c'est notamment tous les plateaux techniques et donc notamment les blocs opératoires, là où moi j'exerce, mais également les réanimations, les centres des grands brûlés, les plateaux techniques très techniques. Donc repasser vers de l'usage multiple a deux bénéfices. Un, en règle générale, c'est moins carboné vu qu'on on va réutiliser en interne nos dispositifs. En règle générale, c'est moins coûteux en plus. Et puis le troisième volet qui s'intègre à l'impact carbone, mais qui est important à prendre en compte, c'est que c'est également plus résilient, puisque une fois qu'on a les choses en nos mains, on n'est pas dépendant du marché extérieur, on n'est pas dépendant du détroit d'Ormuz pour être livré, on n'est pas dépendant de ruptures industrielles de nos dispositifs médicaux dispositifs médicaux là en l'occurrence. Donc c'était important pour nous de changer la dynamique d'étape et de repasser à de l'usage multiple. On a fait 20 ans de politique à l'usage unique et c'était de dire il faut peut-être repenser un peu nos pratiques et remettre le pied dans cette démarche-là. On a essayé d'avoir plusieurs dispositifs médicaux et tenues vestimentaires, etc., qu'on repasse à l'usage multiple. Donc ça a été une partie de notre projet. Une autre partie du projet était également sur la formation des acteurs, aussi bien dans la direction que sur les acteurs de terrain, les soignants, pour qu'ils comprennent l'importance d'aller dans cette démarche-là et puis qu'ils comprennent pourquoi on leur demande de l'adaptation, parce que c'est pas toujours facile. Et une troisième partie importante, et après je laisserai Marion discuter d'un petit peu les modalités pratiques de l'accompagnement au changement, ça a été l'acquisition d'un logiciel et une formation sur les analyses en cycle de vie pour pouvoir comprendre en interne quels sont nos impacts, sur quels dispositifs ils sont impactants. Et là, ça permet l'autonomie vis-à-vis de prestataires extérieurs qui facturent ces demandes et ces recherches à chaque fois.
Donc on est moins dépendant d'un directeur qui accorderait ou non une place à un projet environnemental pour pouvoir analyser ces impacts-là. Donc c'était l'acquisition de ce logiciel, la formation en interne du personnel pour pouvoir analyser ces dispositifs médicaux et in fine, une fois qu'on sait où sont les impacts carbone, de savoir comment agir pour pouvoir les diminuer, les amoindrir. Et puis parfois entre deux choix de dispositifs médicaux ou d'achats qu'on peut faire, et ben si on vient les modéliser et qu'on sait lequel est moins impactant, et ben c'est de dire et ben là dans une approche environnementale, on va plutôt choisir ça parce que ça impacte moins sur telle et telle limite planétaire. Et donc c'est d'inclure cet aspect-là en plus dans notre politique d'achat. Merci Julie. Du coup, voilà, ça se traduit autour de plusieurs axes stratégiques et on l'a compris principalement, le principal impact est autour des dispositifs médicaux et médicaments. Donc, comment ça se traduit concrètement sur le terrain? Eh bien, nous, c'était l'achat d'armoires connectées où on a un stock en temps réel. Donc, qui permet de réduire le gaspillage de médicaments. Donc, on a deux armoires, une pour les dispositifs médicaux implantables et une pour les stupéfiants. Donc médicaments. Donc ça nous permet de suivre de près l'évolution du gaspillage, puisqu'on l'a compris, il y a de véritables impacts, puisque ça nécessite une extraction des matières premières, une fabrication, un transport et un coût pour l'hôpital. On a également comme deuxième volet la réduction des gaz anesthésiants, donc hautement pourvoyeurs de gaz à effet de serre. Donc on a fait l'acquisition de respirateurs où on baisse de 30% nos gaz anesthésiants, mais également au niveau de la consommation d'énergie de ces respirateurs. Donc on a fait l'acquisition de 4 grâce à cette enveloppe budgétaire. À savoir qu'il n'y a pas de changement de pratique pour les soignants, c'est exactement la même chose. On a également, donc quand on parlait du passage à usage unique à usage multiple, ça va être lancé au 1er juin, fait l'acquisition de vestes de blocs réutilisables. Donc au préalable, c'était des vestes en polypropylène, donc qui est un dérivé du pétrole. Donc là, du coup, ça sera beaucoup plus confortable aussi pour les soignants, donc avec un apport de chaleur, mais également, voilà, on réduit drastiquement nos impacts et nos déchets également. Également l'acquisition de lames de laryngoscopie, donc pour l'intubation des patients réutilisables au lieu de jetables. Donc là, pareil, c'est une économie de 19 000 € par an, mais surtout une réduction très importante, encore une fois, de nos déchets et de l'impact carbone, puisqu'on on fabrique pas pour jeter. Donc vous l'aurez compris, il y a un accent qui est fort sur la réduction des déchets. C'est vraiment véritablement bien en cours. Et également le bon tri et former, sensibiliser, pas seulement au blog. Du coup, c'est un travail qui est effectué dans tous les services. On a également le volet innovation par la désinfection par UVC. Donc il faut d'abord retirer les taches macroscopiques, mais on a fait l'acquisition de machines pour désinfecter par les UV, donc pour limiter l'usage de lingettes chimiques où on a des biocides et donc des composés organiques volatiles dans l'air qui polluent l'air et sont nocifs pour l'environnement, pour la santé. Donc on essaye de limiter ça au maximum et à la fois on réduit aussi nos déchets. Et comment on structure tout cela sur le terrain? Eh bien, ça représente à peu près 25 personnes, 25 référents pour les différentes actions et sous-projets que nous avons nommés. Donc, avec des hygiénistes, des médecins, des infirmiers, des ingénieurs biomédicaux, les acheteurs. Enfin, c'est coordonner tout ce petit monde-là et réussir à les sensibiliser au sein de leur service. Parce que nous, du coup, le développement durable, c'est notre priorité, mais c'est pas forcément celle de tout le monde. Donc, c'est vraiment réussir à sensibiliser tout le monde, embarquer les équipes sur le terrain
dans les services. Et nous, on est très satisfaites puisque il y a vraiment une réelle émulation, pas que au bloc, mais dans tous les services. Et du coup, tout le monde veut être green labellisé comme ils le disent. Donc, on se fait appeler par les différents services, la réa, les grands brûlés, la maternité. On est déjà en cours de labellisation aussi THQSE. Donc c'est déjà en cours, mais l'orthotraumato, enfin tous les services viennent vers nous pour être éco-labellisés et créer des éco-parcours de soins. Mais voilà, notre priorité c'est de faire les choses dans l'ordre et on voulait commencer par le premier, donc le plus impactant, le bloc opératoire, avoir un service pilote et ensuite pouvoir répliquer la même chose et créer d'autres éco-parcours de soins. Merci. Et puis l'avantage aussi du bloc, c'est que in fine, une fois qu'on a fait ça, enfin ça prend en compte les services de consultation, ça prend en compte les services d'hospitalisation, ça prend en compte le post-opératoire, le retour à la maison. Donc en fait, ça englobe tout un grand parcours du patient, quoi. Alors, tous ces témoignages, ça me donne envie de poser une question à Laurent, de se dire. Est-ce que ces projets ou ce type de projet a vocation à être dupliqué sur le Grand Est, au-delà des panélistes aujourd'hui? On ne peut que le souhaiter. C'est bien toute l'ambition du projet Hôpital du Futur 2, mais comme le 1 d'ailleurs, c'est d'illustrer de manière concrète, c'est d'essaimer et de montrer le réalisme du passage de la théorie à la pratique et d'avoir des exemples concrets de ce qui se fait et de comment ça impacte la décarbonation et la transition écologique du système de santé. Et du coup, peut-être en point de, non pas une synthèse, mais en point clé là, de tout ce qui vient de se dire, c'est que le sujet de la décarbonation et de la transition écologique n'est donc plus un sujet périphérique. C'est pas un sujet annexe d'un établissement de santé, c'est un sujet central. Et on le voit bien de par toutes les ramifications qu'il a, un sujet central qui traite et qui prend en charge la qualité et la sécurité des soins, qui prend en charge et qui répond aux besoins de résilience du système de santé, de l'établissement et du système de santé, et qui répond à des enjeux de santé publique, tant pour les professionnels que pour les patients, bien évidemment. Et je pense que ça, c'est vraiment clé. C'est donc un sujet aujourd'hui qui fait partie intégrante de l'amélioration continue et de la transformation des établissements de santé. Voilà. Et ça on le disait en introduction, en termes de signal positif, on peut que s'en féliciter. Et encore une fois, merci et bravo aux équipes qui portent ces sujets-là. En rappelant du coup le caractère assez contraint des établissements de santé aujourd'hui, que ce soit sur la partie financière, on en parle régulièrement, sur la partie ressources humaines aussi, mais les témoignages qu'on vient d'entendre, c'est l'adhésion, la compréhension du sens de la démarche, la complémentarité du rôle de tous les acteurs. Claire le disait aussi au niveau institutionnel, comment tout ça prend forme et ça percole jusque dans le service chez un agent, en particulier dans le quotidien de ces missions. Voilà, c'est le sens de toute cette histoire-là qui est important de souligner. Et aussi, ça permet de démystifier, et je vais m'en arrêter là, le concept d'une seule santé. On parle d'une seule santé et on parle du concept. On a toujours du mal à éclairer de ce à quoi cela peut correspondre. Avec tout ce qu'on vient d'évoquer, on fait la démonstration qu'on pose des briques de la réponse à la mise en œuvre du concept d'une seule santé. Et ça, je pense que c'est intéressant et rassurant pour la suite. Merci Laurent pour cette intervention. Et alors là aujourd'hui, j'ai envie aussi de poser la question suivante. Qu'est-ce qui freine encore la décarbonation des hôpitaux? Marion, Julie, je vous laisse commencer par intervenir. Je laisserai la parole à Julie après, mais en tant que chef de projet, moi, à ce jour, ce serait, on va dire, le financement, agrandir l'équipe. Puisque du coup, vous l'avez compris, il y a une émulation réelle et on est sollicité par tous les services et divers projets puisque ça touche à beaucoup de choses et pas seulement le bloc, c'est aussi l'alimentation durable. Voilà, il y a vraiment beaucoup de sujets, donc ce serait agrandir l'équipe pour pouvoir recruter et accompagner tous ces beaux projets. Julie ? Parfois, on n'est pas toujours d'accord avec Marion, alors
Moi, je dirais que ce qui freine, c'est, on en parlait, hein, c'est l'engagement financier et du temps humain qu'on peut y consacrer. Il faut vraiment que ça devienne une priorité dans les priorités et pas un engagement accessoire qui fait joli quand on en parle ou qui est un petit peu dans l'air du temps. Et donc toutes ces actions, une fois qu'on a déroulé tout ça, elles reposent sur du temps humain qu'on n'arrive pas toujours à dégager. Et on sait que quand on veut faire de la formation aux professionnels de santé, on est confronté au fait que quand elles ont des heures, et comme elles ont beaucoup d'heures sup, elles vont les récupérer et qu'elles n'ont pas envie de faire encore plus d'heures sup pour participer à une formation, ce qui s'entend. Et quand on essaye de les dégager de leur service, c'est pas possible parce que l'impératif du soin est là. Et donc de libérer du temps de soignants pour qu'ils se forment et qu'ils comprennent les enjeux et puis aussi qu'ils aient le temps de faire les choses correctement. Moi, je pense que c'est ça qui manque. Donc ça, c'est indirectement financier. C'est-à-dire qu'il faut plus d'humains pour soigner et qu'il faut pouvoir libérer du temps d'humains pour soigner correctement et qu'ils comprennent pourquoi il faut le faire. Puis quand on est toujours pressé parce qu'il faut installer le patient d'après, fondamentalement les gestes sont un petit peu moins bien faits parce qu'on est dans l'urgence. Enfin, on n'est pas dans l'urgence, mais on est pressé. Moi, je dirais que c'est libérer du temps humain pour pouvoir faire les choses et parce que les gens veulent le faire. Mais ils n'ont pas toujours la capacité pour le faire. Voilà. Stéphane, une réaction sur la question ? Oui, alors c'est exactement le même constat. Je veux dire, on a tous nos appétences, mais on aimerait tous faire beaucoup plus. On aimerait tous avancer beaucoup plus vite. Sauf qu'on est tous rattrapés par nos obligations qui sont parfois prioritaires malheureusement. Malheureusement, mais à notre échelle, par exemple, on arrive quand même à monter des projets parce que, on va pas se mentir, certaines personnes le font aussi de façon bénévole, même chez elles, parce qu'elles ont besoin de ça, elles ont envie de faire avancer la structure, et on a tous envie de faire ça. Et parfois, moi-même, j'initie des projets parfois seuls au démarrage, pour pouvoir avancer un peu plus vite et ensuite de donner le projet une fois qu'il est pratiquement finalisé, j'ai envie de dire, en tout cas en termes d'idées. Mais oui, c'est le temps humain. On est tous comme ça, on est tous aujourd'hui pris par nos obligations professionnelles qui sont prioritaires aujourd'hui dans un établissement. Même si le développement durable, quand je dis du développement durable, c'est pas seulement faire pousser des fleurs. Le développement durable, c'est l'ensemble des 17 points, par exemple, qu'on pourrait avoir aujourd'hui à l'horizon 2030, qui comprend la totalité de la vie, finalement, que ce soit la vie professionnelle, la vie aider les autres. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça devrait être aussi en priorité. Mais c'est encore une culture à adopter. Certains pays, d'autres sont en avance sur nous. Eh bien, peut-être que nous, on devrait maintenant mettre le pied à l'étrier davantage. Petite réaction, Claire et Laurent aussi sur le sujet ? Alors, moi, de tout ce que j'ai entendu, je ne suis pas dans vos établissements, mais j'ai envie de vous partager ma petite phrase que j'aime beaucoup et qui fait une petite collection de vidéos sur le site de la préfecture de région, qui est « C'est possible, ils l'ont fait ». Et que chacun se dise que c'est possible d'avancer, parfois par des choses très simples. Dans le jargon à nous, on appelle ça des actions sans regret. Et ces actions sans regret, c'est pas forcément elles qui vont être coûteuses. Des actions sans regret, vous en avez faites rien que quand on voit la mobilisation que vous avez derrière et l'entraînement. Parce que ça, c'est finalement sans regret. Je les ai convaincus qu'ils pouvaient faire quelque chose et sans doute qu'ils font déjà, même s'ils n'ont pas eu des financements très importants dans leur quotidien. Donc, moi, je trouve que vous témoignez vraiment fortement de l'imbrication des différentes politiques publiques et notamment du fait qu'on est tous acteurs, mais on a tous envie d'être acteurs et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat là-dessus et que pour être aussi dans l'hôpital, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est attendu le fait que vous proposiez dans les directions des transformations qui sont qui moins de déchets, moins de on vous fait 1 kilo de plastique pour bon voilà, et ça et une grande poubelle qui se remplit et en fait les soignants le voient et je trouve que c'est une vraie progression et du coup que tout le monde soit fier
fiers de cette évolution et c'est là-dessus qu'on pourra sans doute ancrer les évolutions. Mais je pense qu'il y a un enjeu fort quand même de capitalisation sur ces démonstrateurs et j'imagine que vous avez des réseaux pour le faire. Si vous les avez pas, je pense qu'il faudrait les inventer pour que finalement votre expérience où vous avez sans doute rencontré des échecs, des difficultés pour pouvoir faire gagner du temps aux autres. Parce que c'est vrai, moi aussi, j'avais écrit le temps. Prendre le temps juste de se poser les questions. Pour avoir aussi discuté avec une pharmacienne sur plusieurs établissements, je dis mais si, sur des prescriptions, mais si. Ah oui, mais il faut que je n'ai pas le temps de réfléchir à ça. Et ben, du coup, je lui dis oui, mais si vous prenez le temps, même à table, etc., ça vous en fera gagner tellement derrière. Mais en fait, il faut qu'on arrive à expliciter ces équations. Et du coup, oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur un territoire, qu'il y a des tas de compétences. Et donc, je voulais finir par ça en disant que pour gagner du temps, c'est aussi aller voir des opérateurs spécialisés dans l'énergie, dans la biodiversité, etc. et qui peuvent finalement vous apporter un plus sans que ça vous coûte grand-chose. Alors, juste si je peux me permettre une petite aparté, on a déjà proposé on va proposer un début de réponse en tout cas sur cette prise de temps, de conscience et de partage en lançant la communauté des hôpitaux innovants à Strasbourg le 3 juin prochain et avec tous les acteurs de l'écosystème santé. Mais Laurent, je vous laisse continuer. Oui. Alors, je voulais juste peut-être du coup deux choses. Alors, c'est le travail qui se poursuit dans le cadre de Hôpital du Futur 2 avec la mesure d'impact de tous les projets qui sont mis en œuvre, de manière à pouvoir valoriser et à faire savoir justement la réussite, l'atteinte de quel résultat pour quel projet, et que ça soit inspirant pour tout le monde et que ça puisse être justement répliqué ensuite. Et je reviens sur un point clé. Donc il y a évidemment le sujet du financement et du temps humain. Avec lequel, en cette période particulière d'optimisation budgétaire, pour rester très courtois et très correct aujourd'hui, puisqu'on pourrait être écouté, mais en cette période particulière, le sujet, c'est d'aller trouver la ressource en interne et avec l'ensemble des institutions et des acteurs disponibles pour travailler sur un tel sujet. Et du coup, on est très content d'avoir pu soutenir cette initiative et ces projets pour démontrer encore une fois que ça fonctionne et que ça peut le faire et que ça doit faire partie intégrante de l'ADN de l'établissement dans sa gouvernance et dans les projets mis en œuvre. On n'a pas cité c'est pas possible, je pense, de le faire. En fait, tous les acteurs nationaux et régionaux qui peuvent y contribuer. On peut citer rapidement l'ANAP, l'ADEME, les DREAL, l'OFB. Il y a vraiment beaucoup de monde et c'est un challenge aussi de donner cette lisibilité, visibilité de tous ceux que vous pouvez aller solliciter pour construire un projet et à réussir à le transformer. Mais en tout cas, ça existe et du coup, il y a des portes quand même clairement identifiées. Je viens d'en citer quelques-unes en complément évidemment de la préfecture et de l'agence régionale de santé. Mais il y a des acteurs disponibles pour aider. Et puis, il y a un point important en termes de ressources humaines, c'est les conseillers en transition écologique et énergétique. C'est des postes qui ont été mis en œuvre en proximité pour accompagner et pour aider à prioriser les travaux de décarbonation et de transition écologique. En région Grand Est, aujourd'hui, le dispositif national est renforcé. On va créer 7 postes de plus. Et donc là aussi, c'est un levier actionnable par les établissements de santé pour se faire aider, non pas pour rajouter des effectifs dans l'établissement pour traiter du sujet, mais pour aider à ce travail de démarche d'amélioration continue qui est indissociable de la vie normale d'un établissement, et d'aider à la priorisation, à la réalisation d'un bilan carbone, de préciser un bilan carbone et de prioriser les actions qui sont à mettre en œuvre. Et je pense que la suite du chemin, elle doit se faire aussi en centrant nos actions sur ce qui profite à l'objectif poursuivi, à savoir la qualité, la résilience et la santé publique.
Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation. On peut résumer peut-être en 3 éléments. Les outils existent. Les retours terrain montrent que cela fonctionne et que c'est possible. Et l'enjeu, c'est désormais de continuer et d'accélérer. Voilà. Merci à tous et très bonne journée.